Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, un samedi politique avec un meeting à Abidjan où la principale coalition des partis d'opposition de la Côte d'Ivoire, la CAPCI, a tenu son grand meeting ce samedi en renouvelant un appel au dialogue avec les autorités pour permettre à plusieurs candidats de participer à la présidentielle d'octobre prochain. Et un autre meeting, cette fois-ci à Paris, où c'est la diaspora camerounaise qui était réunie autour de Maurice Kamto, leader du principal parti d'opposition. Il y a présenté sa vision d'un Cameroun renouvelé devant plusieurs centaines de personnes. Le focus de ce samedi soir s'intéresse au business des visas en Afrique, un système complexe et souvent opaque, des coûts exorbitants, des délais interminables, des refus injustifiés, laissant bien des demandeurs sur le carreau et sans remboursement, un marché juteux pour certains, un obstacle pour des milliers d'Africains. Pour décrypter ce phénomène et ses répercussions sur l'économie et la société du continent, nous avons reçu plutôt Michael Poron, journaliste qui a enquêté sur ces dérives. La principale coalition des partis d'opposition en Côte d'Ivoire, la CAPCI, a tenu son grand meeting samedi. La CAP a tenu de nouveau à appeler à un dialogue avec les autorités pour permettre à plusieurs candidats exclus de se présenter à la présidentielle du 25 octobre. 4 figures de la politique ivoirienne sont pour l'heure radiées de la liste électorale et écartées de la course à la CAP. A également invité le pouvoir sur place à créer des conditions pour des échanges apaisés. Makamara y était. Entre 4 000 et 5 000 personnes ont répondu présent ce samedi à la place Figayo de Yopougon à l'appel de la coalition pour la tenance pacifique en Côte d'Ivoire. Ce grand meeting, placé sous le signe du dialogue et de la non-violence, visait à promouvoir l'apaisement politique à l'approche des échéances électorales. Le rassemblement s'est déroulé dans le calme, encadré sous la surveillance d'un important dispositif sécuritaire qui a mobilisé la police nationale et la gendarmerie. Absent physiquement, Tidiane Sam est intervenu en visio. Dans son message, il a lancé un appel à la paix, exhortant les Ivoiriens à bannir les discours de haine et à privilégier un langage de respect et d'unité. Il faut arrêter avec la haine à l'égard des adversaires politiques. Nous devons bannir les discours violents, haineux et malheureusement souvent potentiellement xénophobes. Ce sont toutes ces choses qui font le livre de la violence, qui font que nous tous, les leaders aujourd'hui de partis, nous sommes réunis pour s'assurer que la paix si précieuse, notre bien le plus précieux, ne soit pas perturbée à l'occasion de ces élections. Les différents intervenants représentant les partis politiques ont unanimement plaidé pour les élections apaisées. Plusieurs ont insisté sur la nécessité d'ouvrir un véritable dialogue politique et de réformer la commission électorale indépendante, jugée actuellement déséquilibrée par l'opposition. Dans un contexte national marqué par les tensions politiques latentes, reste à savoir si ces appels à la réforme et à l'apaisement seront suivis d'actes concrets dans les semaines à venir. À Paris, à la place de la République, la diaspora camerounaise s'est réunie ce samedi pour un meeting politique. Maurice Kamto, leader du principal parti d'opposition, y a présenté sa vision d'un Cameroun renouvelé devant plusieurs centaines de personnes. Aurélie Couman était sur place. Construire un Cameroun nouveau, sans division. C'est dans ces mots que Maurice Kamto a lancé son appel. Devant plusieurs centaines de personnes ici, place de la République à Paris, le leader du MRC veut mobiliser la diaspora en vue de la présidentielle d'octobre prochain. L'objectif, rallier ces quelques 60 000 Camerounais de France à sa cause. Ici, son discours était principalement axé sur la participation citoyenne et l'unité nationale. Il a notamment critiqué vivement le régime en place, qu'il accuse de verrouiller le système électoral et de confisquer le pouvoir en place. Quelques consignes avaient également été données en amont aux participants de ce meeting. Pas de signe de division, notamment pour faire référence au drapeau de l'Ambazonie, région séparatiste, anglophone en crise au Cameroun depuis 2016. Il s'agit ici de venir en tant que nation et non en tant que communauté dispersée. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, ma mission première sur la scène politique du Cameroun, c'est de rassembler. C'est d'unir les Camerounais, c'est de les souder, parce qu'avec eux, je suis sûr de la victoire. C'est comme ça que ça va se passer. C'est de les souder. On nous a trop divisés et on nous a perdu 40 ans.
Il y a 7 ans, on nous a volé la vie. Qu'est-ce qu'on en a fait? Montrez-moi ce qu'on a fait en 7 ans avec la victoire qu'on a arrêtée en 2018. Sur place, le leader d'opposition a également reçu de nombreux soutiens d'artistes et intellectuels camerounais. À quelques mois du scrutin, l'incertitude plane toujours. Paul Biya, président depuis 40 ans, n'a toujours pas dit s'il serait candidat. Officiellement, aucun nom n'a été donné également par le RDPC, parti au pouvoir. On passe au Rwanda où derrière le miracle économique du pays, la pauvreté en particulier rurale persiste et la croissance de plus en plus tournée vers les services exclut une grande majorité de la population. Ce sont les conclusions du rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits humains après une visite officielle de 10 jours dans les pays du Grand Lac. On fait le point avec notre correspondante régionale qui est à Kigali, Juliette Montilly. Le rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté a commencé cette conférence de presse en saluant les progrès réalisés par le Rwanda. Entre 2017 et 2024, 1,5 million de personnes sont sorties de la pauvreté. Des progrès rendus possibles par une croissance jugée miraculeuse. Mais du chemin reste à faire. 27% de la population, soit 3,6 millions de personnes, vivent encore sous le seuil de pauvreté. Car les bénéfices liés à la croissance ne sont pas répartis équitablement, selon l'expert. En particulier entre les habitants des zones rurales et ceux de la capitale. De nombreux défis donc qui arrivent alors que la dette publique s'élève à près de 80%, ce qui a poussé le pays à réaliser des coupes budgétaires dans des secteurs comme la protection sociale, au moment même où les bailleurs internationaux diminuent leurs aides. Le message que j'ai donné au Premier ministre Edouard Ngirente est très clair, c'est que ce n'est pas le moment de réduire les investissements dans les soins de santé, dans l'enseignement, dans la protection sociale. C'est au contraire maintenant qu'il faut investir dans ces secteurs et compenser, s'il le faut, le retrait des bailleurs de fonds internationaux, parce que c'est seulement en ayant une main-d'œuvre qualifiée, en construisant ce qu'on appelle un capital humain, que l'on peut, à long terme, voir s'améliorer encore la prospérité du pays. L'expert de l'ONU a salué l'existence de mécanismes de lutte contre la corruption et des améliorations réalisées dans le calcul des statistiques économiques du pays. Il a toutefois déploré le manque d'espace laissé à la société civile, un manque qui impacte l'efficacité du gouvernement et, selon Olivier De Schutter, sa légitimité. En Eswatini, les autorités commencent à sentir les conséquences des coupes budgétaires américaines dans le domaine de lutte contre le sida. Dans le pays le plus touché du continent, l'arrêt de ces programmes de prévention coordonnés par l'ONU-SIDA et financés par l'USAID risque d'avoir d'importantes conséquences. Les explications de notre correspondante régionale, Caroline Dumais. En Eswatini, ici, les gens sont très inquiets suite aux décisions de Washington, très inquiets parce qu'on a une population qui est séropositive à 25% et que tous ces séropositifs sont traités par des programmes qui étaient financés par les États-Unis. Donc ils ont peur en fait qu'il n'ait plus de médicaments et il y a eu d'ailleurs des manifestations dans les hôpitaux ces dernières semaines car il y avait des problèmes de stock d'antirétroviraux et d'autres médicaments. Et nous avons parlé aux responsables du ministère de la Santé qui assure que l'État va désormais acheter les antirétroviraux. C'est un défi. Est-ce que les pays sont capables de le relever seuls? Non. Est-ce que nous pouvons travailler seuls? Non. Nous devons travailler ensemble, en discuter dans la région et peut-être même plus loin. Et il faut le faire maintenant. Acheter les médicaments ne suffit pas, il faut aussi les distribuer et démanteler les ONG qui dépendaient de PEPFAR ou de l'ONU-SIDA. Eh bien, ça a une conséquence importante, c'est qu'il n'y a plus de cliniques mobiles dans les zones rurales et que beaucoup de patients n'ont plus accès aux médicaments. C'est donc l'inquiétude de beaucoup d'ONG. Il faut qu'on prenne un taxi. Et puis, arrivé à la clinique, il faut qu'on paie. Avant, quand ils venaient dans nos communautés, c'était bien mieux. Moins cher et beaucoup plus accessible. En Eswatini, plus de 6000 personnes ont déjà perdu leur emploi, mais le pire reste à venir. On passe à notre focus de ce samedi qui s'intéresse au business des visas en Afrique où obtenir ce sésame est devenu un véritable parcours du combattant, frais non remboursés, procédures
interminables et discriminations, derrière ce marché se cache une réalité difficile, celle de milliers d'Africains en quête d'opportunités, mais freinés par un système parfois injuste et lucratif. Ce soir, pour en parler, nous avons reçu Michael Peron, journaliste spécialiste de l'Afrique. Il est aussi rédacteur en chef de la revue Afrique 21, auteur d'Ambassade de la France-Afrique, l'héritage colonial de la diplomatie française. On l'écoute sur un extrait de notre entretien plus tôt. Et parmi les sujets abordés, les fameux marchés parallèles des trafics de visas, où justement sur le continent, ils ont fait florès. On l'écoute. En fait, il y avait tout un trafic qui s'était organisé. Je crois qu'il y avait eu des annonces de l'ambassade de France, mais également du ministre à l'époque des Affaires étrangères, qui avait dit qu'ils allaient régler le problème, rouvrir de nouveaux créneaux, ce genre de choses. Mais en fait, il y a un problème, quoi qu'il en soit, de délai. On peut dire que dans la plupart des pays aujourd'hui, l'attente est extrêmement longue. Donc ces sociétés privées qui devaient s'avérer en fait très efficaces pour gérer les dossiers, ne le sont pas spécialement pour les délais. Oui, mais est-ce que c'est leur problème, c'est un problème de délai, est-ce que c'est un problème d'efficacité ou est-ce que c'est une volonté déguisée de la France de faire une sorte de diplomatie des visas en fait? Ce qui est sûr, c'est qu'à Dakar, quand il y avait eu cette affaire il y a quelques années, l'ambassade de France avait exprimé le fait qu'il manquait de créneaux. Donc en fait, c'est l'ambassade, le consulat qui ouvre des créneaux de rendez-vous et qui fournit à la société privée. Donc la société privée, elle ne peut pas faire plus que ce que lui propose le consulat. Donc il y avait une volonté manifeste à l'époque, de freiner. À l'époque, c'était après le Covid, ils avaient dit qu'il y avait une reprise normale et que donc ils n'avaient pas anticipé. Mais en fait, je l'ai écrit, c'était un faux argument en fait. C'est comme si ça revenait juste au trafic normal, donc ils auraient dû rouvrir les créneaux. Donc ils avaient ouvert des nouveaux créneaux. Mais encore récemment, j'ai discuté avec quelqu'un qui attendait que sa tante vienne en France, une Tunisienne, et elle a mis plusieurs mois à avoir des rendez-vous et à avoir des réponses par rapport à son visa. Donc c'est général en fait. Est-ce que, alors on va terminer là-dessus, mais est-ce que par exemple la réciprocité des visas, est-ce que ça peut être une solution les pays africains encore sur le Sénégal, Abdoulaye Wade à l'époque avait voulu le faire. Oui, c'est vrai. Il avait mis un visa, je crois, mais ça n'avait pas marché pour le tourisme. Parce qu'en fait, il y a ce problème. Voilà, c'est ça. Mais je tiens à préciser, parce qu'on ne l'a pas abordé, c'est très important, il y a une politique réellement discriminatoire vis-à-vis des demandeurs africains. Les chiffres le prouvent. Il y a encore une étude le 2 avril qui est sortie d'un centre d'études européen qui explique ça. 30% des visas en provenance d'Afrique sont refusés. C'est beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. Donc il y a de toute façon, ça ne se dit pas, mais il y a une discrimination au visa. Michael Peron, vous retrouvez l'intégralité de notre entretien évidemment sur nos réseaux sociaux. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Évidemment, un mot de la victoire du Paris Saint-Germain, si vous l'avez suivi. Plus large victoire de l'histoire de la Ligue des Champions. 5-0 en finale contre l'Inter de Milan. C'était à Munich. Voilà, Paris. Vous l'avez vu, 5-0 sur les champs. Ça va être la fête à Paris. C'est la fin de ce journal. Merci, restez avec nous parce qu'évidemment, vous allez retrouver une édition spéciale tout de suite sur France 24. Le 7 to Smoke ou encore les Open Might. Ça vous parle? Non? Eh bien, c'est que le hip-hop a encore des secrets pour vous. La question de la transmission, ça a toujours été au cœur de la culture hip-hop. Dans un contexte actuel qui a plutôt tendance à séparer les gens, je pense qu'il faut d'autant plus rassembler, comprendre l'autre, faire avec l'autre, apprendre de l'autre. Chaque année, la ville de Nantes vibre pour le Hip Hop Session, un festival géant qui fait le lien entre les amateurs, les curieux et la crème internationale du milieu. Ça se passe sur France 24 dans Pas de quartier. Au moindre mouvement impressionnant, à la moindre coupole, il y a tout le monde qui réagit. Et c'est une énergie qui est ultra communicative en fait, c'est ça aussi le truc. Pas de quartier, à voir sur France 24 et France24.com.